C'est une terre du bout du monde, qui fascine par son caractère sauvage et impénétrable. Des paysages sculptés par 200 volcans, dont une trentaine sont encore en activité. La plupart sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce monde de titans produit des cataclysmes éruptifs plusieurs fois par an. Et s'il n'y a jamais de victimes, c'est parce que personne ou presque n'habite le Kamtchatka. Avec un habitant au kilomètre carré, la densité de sa population est comparable à celle d'un désert. Les Indiens autochtones, et par la suite le peuple russe, se sont pourtant attachés à cette terre. Ici, les hommes vivent en bonne harmonie avec la nature. Jusqu'à la dislocation de l'URSS au début des années 1990, cette région était interdite d'accès, même aux Russes. On l'appelait la Terre secrète. Depuis quelques décennies, elle s'ouvre au reste du monde. Le Kamtchatka, mystérieux et magistral, sait se révéler à ceux qui acceptent de le découvrir. C'est un royaume naturel, unique au monde, une terre secrète. Grand comme la moitié de la France, le Kamtchatka est une langue de terre située à l'extrême est de la Russie. Bordé par la mer de Bering, il fait face au continent américain. À 12 heures d'avion de Paris et plus de 6700 km de Moscou, Petropavlovsk-Kamtchatski est la capitale de la région. Elle doit son nom aux saints Pierre et Paul. Nichée au pied de 2 volcans en activité, l'Avachinsky et le Koryaksky, Petropavlovsk est régulièrement secouée par des tremblements de terre. Sa situation au bord de l'océan Pacifique en a fait autrefois un comptoir commercial de moindre importance. Aujourd'hui, Petropavlovsk concentre les 3/4 de la population locale, 180 000 habitants, principalement russes. La plupart sont des pêcheurs, des militaires et des employés de l'État. Leur vie est rythmée par un hiver très long et un été qui ne dure que 2 mois. Cependant, la ville bénéficie d'un microclimat. Elle est protégée par la baie d'Avatcha, l'une des plus grandes baies au monde. Elle bénéficie ainsi de températures clémentes tout au long de l'année. Une légende raconte qu'un jour, un raz-de-marée menaça la ville. 3 frères, particulièrement robustes, firent face à la force dévastatrice. Ils sauvèrent la ville, mais furent transformés en rochers pour l'éternité. Des orques ont élu domicile dans les eaux profondes. Elles se déplacent toujours en groupe. Ce mammifère a montré des aptitudes sociales hors du commun dans le règne animal. Elle est capable de transmettre certains comportements à sa descendance et de communiquer avec ses semblables grâce à des vocalises propres à chaque individu. Ces prédateurs marins ont des techniques de chasse sophistiquées. Ils utilisent leur sonar pour détecter des proies très éloignées. Leur mets favori est l'otarie. L'otarie de Stellaire est la plus grande des otaries. On l'appelle aussi lion de mer. Cette espèce protégée se distingue par sa taille, mais aussi par ses petites oreilles. Elle vit dans les eaux froides entre l'Alaska et le Kamtchatka. On reconnaît facilement le mâle à sa masse imposante. Il peut mesurer plus de 3 mètres et peser jusqu'à 1 tonne. Ces vieilles carcasses abandonnées rappellent la gloire passée de l'armée soviétique. Le métal rouillé qui s'effrite rejoindra bientôt ceux des navires qui jonchent déjà le fond marin. Mais avant leur complète disparition, les épaves font le bonheur des voyageurs de passage. La baie accueille toujours la principale base militaire de sous-marins russes du Pacifique. Un peu plus loin, plusieurs stations radars surveillent cette zone stratégique.
On est loin d'imaginer que derrière cette chaîne de montagnes se cachent les cratères de volcans vieux de plus d'1 milliard d'années. Ils font partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Longue d'environ 40 000 km, elle est formée de 452 volcans. Parmi les plus actifs, on compte le Moutnovski et le Gorélie. Ici, la neige ne fond jamais complètement. En plein été, il peut encore y en avoir jusqu'à 1 mètre. Ces 3 géants de 5 mètres taillés dans le bois servent de niveau. Au cœur de l'hiver, seul le sommet de leur tête est visible. Malgré le balai incessant des chasse-neige, les routes sont difficilement praticables. Il faut près de 4 heures pour parcourir une vingtaine de kilomètres. Le volcan Vilyuchik domine la route. Éteint depuis près de 10 000 ans, il menace désormais de s'effondrer à cause de l'érosion de ses flancs. Le Moutnovski est lui toujours en activité. Il fournit une énergie illimitée. Pour en profiter, les Russes ont mis en service une station géothermique en 1985. Le fonctionnement de cette installation rappelle celui d'une bouilloire. L'eau chauffée par l'activité volcanique remonte sous forme de vapeur. 12 puits la rejettent à une température de 250 degrés Celsius. La pression ainsi générée permet d'obtenir l'électricité. Les turbines de la station ont une capacité de production de 50 MW, ce qui correspond approximativement à la puissance produite en moyenne par 17 éoliennes. Et c'est une énergie entièrement propre et renouvelable. Tout autour de la station, les geysers bouillonnent, l'argile frissonne. Le cœur de la Terre bat. Ce lieu offre une magnifique palette de couleurs, mais l'air y est parfois irrespirable. Le jaune correspond au mélange de soufre et de sel fondu. L'ocre à l'oxyde de fer. Et le brun à des organismes thermophiles, des organismes qui ont besoin de températures élevées pour vivre. Ils n'ont été découverts qu'à la fin des années 1960. Derrière la vapeur, un monstre, le Gorélie. Gorélie signifie brûlant en russe. En phase éruptive, le Gorélie est particulièrement dangereux. Il projette dans l'atmosphère des tonnes de cendres et de vapeur acide. Dans son voyage au centre de la Terre, Jules Verne se demande s'il existe un chemin pour descendre dans les entrailles de la planète. Pendant longtemps, l'homme a imaginé une infinité de possibilités. Les volcans façonnent notre imagination comme ils façonnent le caractère des hommes. Les scientifiques les plus passionnés se retrouvent à l'Institut de volcanologie de Petropavlovsk, rattaché à l'Académie des sciences russes. Ces chercheurs surveillent et analysent au plus près l'activité volcanique de la péninsule. À sa tête, un éminent volcanologue, Alexei Yurievitch Ozerov. Les volcans ont toujours intéressé les scientifiques soviétiques. Un jour, 2 d'entre eux ont organisé une expédition scientifique au Kamtchatka. Ils ont été impressionnés par ces nombreux volcans. Ils ont commencé à explorer la région. C'était dans les années 1930, les années 1920-30. Ensuite, ils ont fait une demande auprès du gouvernement pour créer un observatoire au Kamtchatka. Ça leur a été accordé. L'observatoire a été construit à 500 km au nord d'ici.
Et il a reçu plus tard le nom de Levinson Lessing, le célèbre géologue russe. Ici, nous avons plusieurs éruptions par an, au moins 3 à 7 éruptions chaque année. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas 2 éruptions semblables, vous comprenez? Personne n'a envie de voir toujours la même chose, sinon c'est lassant. C'est beau, mais c'est monotone. Nous avons notre Hawaï, c'est le volcan Tolbachik, qui était en éruption en 2012-2013. C'est tout récent. Ou encore le volcan Kliuchevskoï, qui produit un magma très liquide en surface. Il y a des coulées de lave comme à Hawaï. Nous avons les volcans Bezimiani et Chiveluch qui explosent. Ils explosent vraiment très fort. Ces éruptions sont monstrueuses. Celle du volcan Bezimiani en 1956, par exemple. La hauteur de ces projections était de 40 km. Imaginez, 40 km. C'est dément. Alexei Ozerov a marqué la science avec plusieurs découvertes sur les mécanismes à l'origine des éruptions. Pour mieux observer ces fonctionnements, il a fait reproduire au sous-sol de l'Institut un volcan de laboratoire unique au monde. La hauteur de cette installation, qui file le long de l'escalier, dépasse les 15 mètres. Cette cuve est en acier inoxydable. L'acier doit être inoxydable, sinon tout exploserait. Sa contenance est de 350 litres. Ici, c'est de l'eau. Ici, il y a le gaz. C'est un foyer magmatique de laboratoire. Un volcan a un foyer. C'est une zone de stockage de magma. Il a des conduits et un cratère. Voilà tout le volcan. Rien d'autre. La plus impressionnante des séquelles volcaniques du Kamtchatka est certainement la coulée de lave du Tolbachik. Elle s'étend sur près de 20 km. À cause de l'activité permanente des volcans, les habitations se trouvent le plus souvent éloignées de leurs flancs. Mais parfois, pas à distance suffisante. Kozyrevsk en est l'exemple. Ce village de 120 habitants se trouve à seulement 35 km du cratère. Enfants et adultes sont tous évacués dès les premiers signes d'une activité volcanique importante. Au fil des éruptions, le village se voit recouvert de cendres qui s'envolent au moindre mouvement. Mais comme elles sont lourdes, elles retombent tout aussi vite. Les cendres volcaniques fertilisent les sols. C'est l'une des raisons qui pousse la population à vivre si près du danger. Le 28 juin 1975, le Tolbachik entre en éruption. Pendant 18 mois, le cratère expulse de la lave liquide qui calcine tout sur son passage. C'est le plus grand écoulement basaltique jamais recensé. On appelle aujourd'hui ce décor infernal la forêt noire. Les arbres ont brûlé comme des allumettes. La terre dans laquelle ils plongeaient leurs racines est devenue stérile. Depuis près de 45 ans, la forêt d'épicéas, sous la menace constante de nouvelles éruptions, peine à se régénérer. Le Tolbachik fait partie du groupe volcanique Kliuchevskoï. Ce groupe est composé de plusieurs volcans,
avec un cratère culminant à 4835 mètres, soit un peu plus haut que le Mont Blanc. Le Tolbatchik est le volcan le plus actif du Kamtchatka. Des coulées de lave s'échappent régulièrement de ces différents cratères et fissures. Les écureuils arctiques amusent les curieux qui s'aventurent dans cette région inhospitalière. Ils sont peu craintifs. Il est vrai que les hommes ne sont pas nombreux ici. Il y a quelques décennies, les scientifiques soviétiques testaient dans ces paysages leurs robots lunaires. Le sol irrégulier et fragile imite parfaitement la surface de la Lune. Cet endroit évoque aussi Mars, surnommée planète rouge en raison de sa couleur qu'elle doit à l'oxyde de fer de ses roches. Les rares hommes à s'aventurer ici sont des scientifiques. Ils sont minéralogistes, volcanologues et géologues et viennent de Moscou ou de Saint-Pétersbourg avec un objectif précis: trouver de nouveaux minéraux. Sergueï Voropaev est physicien à Moscou. Imaginez le Kamtchatka. À la limite du Kamtchatka se trouve une zone de subduction. La plaque océanique se glisse sous le continent. Elle entraîne avec elle les matières organiques. Ces matières fondent sous le Kamtchatka et forment le magma qui remonte. De ce magma naissent toutes les chaînes de volcans du pays. Celle qui longe l'océan et celle qui est au milieu du continent, avec le Kliouchevskoï et le Tolbatchik. Le tout crée un effet de subduction. En réalité, la Terre naît ici. Nous sommes sur le lieu de naissance d'un nouveau continent. Les conditions de vie des scientifiques russes sont spartiates. Durant leurs excursions, ils parcourent de longues distances au milieu des champs de lave. Ils ne peuvent pas s'encombrer de charges trop lourdes. Des vapeurs brûlantes s'échappent toujours des profondeurs. En surface, la lave refroidie est aussi fragile que du verre. Ils avancent avec beaucoup de précautions. Si elle craque, ils risquent de se couper gravement ou de tomber dans un tunnel de lave plongé dans l'obscurité. Un peu plus loin, la lave durcie se transforme en gravier volcanique, ce qui rend l'ascension encore plus éprouvante. La température monte. L'équipe arrive enfin sur le cratère. Les scientifiques vont pouvoir commencer leur prélèvement. En novembre 2012, l'activité du Tolbatchik prend de court les volcanologues du monde entier. Dans ce cratère, un lac de lave se met à bouillir. Des minéraux fondus s'échappent subitement. Pendant 9 mois, le flux se répand sur une zone de près de 20 km. Une dernière nuit sur le campement et il sera temps de rentrer pour l'équipe de Sergueï. В основном я расточу до 1,6. Так все ковка, облегченка.
Tous ceux qui étudient les volcans le disent. Travailler ici est source d'enthousiasme et de curiosité. Mais le monde volcanique est sombre et austère. Passés plusieurs jours, tous désirent retrouver les cours d'eau et la nature verdoyante. Une nature particulièrement généreuse dans les plaines de la péninsule. Ce fleuve s'appelle le Kamtchatka. Il provient de la fonte des neiges. Long comme la Seine, il traverse la péninsule pour se jeter dans l'océan Pacifique. En été, les saumons remontent son cours par millions. Leur but, retrouver leur lieu de naissance pour frayer. Avec la fonte des neiges, le fleuve sort de son lit. La crue emporte les bois morts, participant ainsi au grand ménage de printemps. Des baraques, comme celle-ci, accueillent les pêcheurs pour la saison. Elles parsèment le fleuve à des distances bien définies. Au début de chaque nouvelle saison, des licences de pêche sont mises en vente. Distribués par l'État, ces documents déterminent la période et la quantité de poissons autorisés. La pêche est une source de revenus importante dans la région. La chair du saumon est précieuse, mais ce sont surtout ses œufs, le caviar rouge comme on dit en Russie, qui font l'objet de toutes les convoitises. Le trafic d'œufs de saumon est important dans la péninsule. Il rapporte gros. C'est la raison pour laquelle la pêche est soumise à des contrôles stricts et n'est ouverte que 3 mois dans l'année. Le saumon sauvage du Kamtchatka est connu dans toute la Russie. D'ailleurs, il porte plusieurs noms ici, car il en existe une dizaine d'espèces de tailles et de couleurs différentes. Le plus recherché est le saumon chinook. On le surnomme le saumon royal à cause de ses dimensions extraordinaires. Il peut mesurer plus d'1,50 m et peser près de 60 kg. Chaque espèce a un nom. Chinook, Nerka, Kokkani. Mais il en existe bien d'autres. On retrouve les œufs et la chair marbrée du saumon royal sur les tables des plus grands restaurants du monde. Le saumon est aussi le mets préféré de l'animal emblématique du Kamtchatka, l'ours brun. La péninsule abrite la plus grande concentration de cet ursidé au monde. Il serait près de 16 000 ici, soit 15% de la population totale de la Russie. Dans certains endroits, la nature est encore intacte. La vallée d'Ouzon, comme le lac Kouril, font partie de la réserve naturelle de biosphère d'État de Kronotski, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Ses sources chaudes et son climat rude lui ont valu d'être appelée terre de feu et de glace. Ici, la taïga disparaît et la toundra capitule pour laisser place à un monde minéral. Un paysage de matin du monde. L'ours est le maître incontesté de ces réserves naturelles. Plus de 700 individus s'y côtoient. La chasse y est strictement interdite. À la différence du reste de la péninsule, où elle est ouverte pendant 4 mois, d'août à décembre.
Des licences sont délivrées chaque année pour l'abattage de 500 ours. Un chiffre qui double malheureusement avec le braconnage. Mais dans la vallée d'Ouzon, les ours n'ont rien à craindre. Malgré l'acidité des sols, les plantigrades sont à leur aise. Les gisements d'arsenic leur permettent de se débarrasser de leurs parasites et les eaux chaudes leur apportent du confort. Les ours viennent parfois de loin, comme si le lieu était connu de l'espèce. Au Kamtchatka, hommes et ours cohabitent. Il n'est pas rare pour un villageois d'apercevoir un ours par la fenêtre, particulièrement au printemps. Terres volcaniques enneigées, rivières glacées. Les premiers hommes ont dû trouver le moyen de se déplacer dans ces décors pétrifiés où les distances s'allongent avec le froid et le vent. Ils se sont alors tournés vers leur meilleur ami, le chien. Et le traîneau est devenu un moyen de transport indispensable. Margarita Bolchouakova est infirmière. Elle s'occupe également d'un élevage de chiens et milite pour l'utilisation de vieux traîneaux en bois. Quand j'habitais au nord du Kamtchatka, je voyais passer les trappeurs. Cela me rappelait mes aïeux. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde se déplaçait en traîneau. Alors, j'ai décidé de m'y mettre et j'ai adoré. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'on risquait de perdre définitivement ce savoir-faire. Le traîneau est une œuvre d'art traditionnelle qu'on doit préserver. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent les traîneaux en plastique. Certes, ils vont plus vite, mais j'y suis fermement opposée. À cause des prix élevés, les jeunes trappeurs abandonnent le bon vieux traîneau en bois. En plus, le traîneau moderne n'est pas si pratique. L'année dernière, un trappeur a eu sur son parcours 3 chiens malades en même temps. Selon la tradition, il aurait dû les ramener en traîneau jusqu'au point de contrôle pour les montrer au vétérinaire. Mais dans son traîneau moderne, il n'y avait pas la place pour 3 chiens. Il a dû les abandonner. Si cela m'arrivait, moi je pourrais les prendre sur mon vieux traîneau sans problème. Alors que ce n'est pas possible avec les nouveaux traîneaux actuels. Je pense qu'on doit rester fidèle à ces traditions, mais aussi préserver l'artisanat. Parce que les artisans qui travaillent à l'ancienne disparaissent petit à petit. Le savoir-faire tombe dans l'oubli et bientôt il faudra aller au musée pour voir un traîneau en bois. Les gens ne savent plus les fabriquer. À mon grand regret. Moi, j'impose le traîneau traditionnel aux jeunes trappeurs que j'entraîne. Pendant 9 ans, Margarita était la seule femme trappeur inscrite sur la liste de la célèbre course Berenguia. Connue dans le monde entier, cette course de chiens de traîneau est organisée depuis 1990. Parmi les trappeurs, on croise des gens de tout horizon. Cette année, la course s'annonce très difficile. D'abord, les conditions météorologiques. Aujourd'hui, il fait beau, mais demain, on annonce une tempête de neige. Cet hiver, il y a eu beaucoup de neige, mais dans certaines régions, il n'a pas fait assez froid. On m'a dit que dans des villages, les rivières ne sont plus gelées. Ça veut dire qu'il y a des endroits où les attelages ne pourront pas traverser. En plus,
Alors que le circuit prévoit des longs passages dans la toundra, il y aura sûrement des tempêtes de neige. Ça ne va pas être facile à mon avis. Essuyer une tempête, puis enchaîner avec 100 km, c'est fort. La température dans le nord, là où se dirige la course, est très basse. Cette année, dans le village d'Ayanka, il fait moins 53 degrés en janvier. Et oui, c'est leur record de froid. Je ne sais pas combien il va faire là, mais il ne fera pas chaud, c'est sûr. Les chiens sont originaires du nord, du Kamtchatka ou de l'Alaska. Eux, ils n'ont pas froid. Au Kamtchatka, on utilise le plus souvent ce chien aux yeux vairons, un mélange de husky et d'une race locale qui descend directement du loup. Chien et trappeur s'impatientent. Le départ est proche. L'hymne russe retentit. La course est lancée. Elle va durer plus de 2 mois. Berenguia est célèbre pour sa complexité. Le parcours s'étend sur plus de 2000 km entre les volcans et les villages du nord de la péninsule. Le plus connu d'entre eux, Esso, se trouve à mi-parcours. Il est habité par des Évènes, une ethnie originaire du Kamtchatka. Ici, la nature est plus luxuriante que dans le reste de la région. Et pour cause, le village est situé sur des sources d'eau chaude. Sortie de terre à 50 degrés, l'eau thermale fait office de chauffage et remplit les piscines qui permettent les baignades par moins 20 degrés. Elle est également reconnue pour ses vertus thérapeutiques. À Esso, il est facile d'en profiter à n'importe quel moment de la journée. L'eau thermale et les sports d'hiver ont rendu ce village célèbre, ainsi que les produits de la chasse, qui sont très accessibles dans la région. Marina est une artiste qui s'inscrit dans une longue tradition artisanale. Elle s'est installée à Esso il y a 20 ans et a fait construire une maison sur mesure. À Esso, j'ai fait bâtir cette habitation pour me permettre de travailler sur place et avoir des sujets d'inspiration, de la matière première et cet état d'esprit si particulier pour créer. Ici, on a la possibilité d'acheter des matériaux auprès des chasseurs, comme ceux issus de l'ours, les os par exemple, mais aussi les dents que je sculpte et les griffes que je transforme en souvenirs. Il y a aussi les bois de renne qu'on peut récupérer après l'abattage. Je ne suis pas la seule à faire ça dans le village. En ville, ce serait bien sûr plus compliqué. Il faudrait trouver un intermédiaire pour passer les commandes. Et celui-ci se rendrait dans les villages. Ce serait bien sûr plus cher. Travailler ici, c'est beaucoup plus simple. Selon les croyances locales, le corbeau est le créateur de l'univers. On le retrouve sous le nom de divinité Kutk. C'est un chaman puissant et malicieux.
C'est lui qui a créé les volcans pour réchauffer le sol et les rivières poissonneuses pour nourrir les hommes. Derrière ces légendes se cache un savoir ancestral. L'immensité de la culture des peuples du Nord nous échappe encore aujourd'hui. Quand les explorateurs russes découvrent le Kamtchatka au XVIIIe siècle, il est habité par des peuples nomades, les Koryaks, les Itelmènes et les Évènes. Aujourd'hui, ces peuples ne constituent plus que 3% de la population. La plupart vivent dans les villages du nord de la péninsule. Les Koryaks sont des éleveurs de rennes. Nomades, ils se déplaçaient autrefois en famille pour suivre leurs troupeaux. À l'époque de l'URSS, ils ont été sédentarisés et regroupés dans des kolkhozes. Aujourd'hui, les kolkhozes sont devenus des entreprises privées et les bergers koryaks, de simples employés. Ils suivent des troupeaux qui ne leur appartiennent plus. L'hiver, ils s'installent sur des plateaux désertiques coupés du monde. Tout est utilisable dans le renne. Son lait, sa viande, sa peau, ses bois et même son sang. Valéry est le plus jeune de l'équipe. Il s'est fait engager en septembre pour la saison. Kyriak Petrovitch est chef d'équipe. Il est né sous le régime soviétique. En URSS, il y avait plus d'ordre. À la fin de chaque mois, il y avait un salaire. On travaillait dans les sovkhozes. On avait des kolkhozes et des sovkhozes. Mais voilà qu'on a tout reconstruit. Dans tout le pays, c'était la perestroïka. Mais pas dans le bon sens. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Malgré ses 70 ans, Kyriak parcourt 10 km tous les jours, à pied ou en traîneau, pour rejoindre ses rennes. Sur ces immenses plateaux difficilement accessibles, la neige est moins épaisse à cause du vent. Les rennes peuvent facilement la creuser pour trouver quelques végétaux à brouter. Le renne revêt également une dimension mystique. La régénération de ces bois symbolise la renaissance et nourrit les fantasmes. Pour certains, le bois de renne réduit en poudre aurait des vertus aphrodisiaques. Une croyance infondée qui a fait du cervidé un objet de convoitise. Kyriak sait qu'il doit protéger son troupeau du loup, mais aussi de l'homme. Mais le plus dur pour les membres de ces ethnies n'est pas de protéger leur troupeau, c'est de faire perdurer leur culture et leur tradition. Les explorateurs russes du XVIIIe siècle ont introduit la religion orthodoxe au Kamtchatka. Les peuples premiers, qui sont des cousins des Indiens d'Amérique, ont été convertis au christianisme. Mais pour eux, l'idée d'un Dieu unique est difficile à accepter. Leurs croyances sont toujours liées à l'adoration des esprits et au paganisme. Selon eux, la musique vient de la nature. Elle protège les hommes des esprits, mais permet aussi de communiquer avec eux. Le groupe de danse traditionnel Korytev a été créé à l'initiative de ces jeunes. Tous viennent d'ethnies différentes. Ils ont 20 ans et leur souhait le plus cher est de faire renaître les coutumes de leurs ancêtres.
On apprend notre culture, nos propres traditions et rituels. De cette manière, on montre aux gens à quel point la culture de chaque peuple est belle et unique. Ces peuples sont tous différents. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas le même quotidien. Les Itelmens sont sédentaires. C'est le premier peuple qui s'est installé au Kamtchatka. Ils sont un peu sauvages et leurs danses sont à leur image. Leurs mouvements s'inspirent beaucoup de ceux des animaux. Mais c'est l'amour qui compte le plus pour eux. Je suis koryak. Nous sommes moins extravertis. Notre peuple est plus timide, on a de très belles chansons et nos mouvements sont plus doux. Malgré cette timidité, les koryaks dégagent une énergie puissante. Alors que les Itelmens sont plus expressifs, ils sont plus ouverts, ils aiment se montrer et n'hésitent pas à regarder leur partenaire droit dans les yeux. L'énergie de Korytev et leur rythme attirent l'attention. Les pouvoirs publics s'y intéressent puisque la culture ethnique crée l'événement. Aujourd'hui, le groupe de danse donne une représentation devant une classe de CM1. La mixité ethnique est fréquente dans la plupart des régions en Russie. C'est un héritage de l'Union soviétique. Cependant, il n'est pas toujours facile pour les enfants issus des ethnies minoritaires d'assumer leur identité. Mais quand c'est un groupe de jeunes qui se mettent à revisiter les danses traditionnelles, les enfants s'enthousiasment. La touche ethnique est à la mode. Les enfants sont maintenant invités à deviner l'animal mimé sur scène. Ce regain d'intérêt pour la culture traditionnelle est récent au Kamtchatka. Après des années de russification forcée, un certain nombre de clichés se sont répandus dans la société. Les enfants koryaks inscrits dans les écoles devaient à la fois apprendre le russe et suivre le programme, ce qui leur a valu la réputation d'être plus lents que les autres. Les koryaks, touchés par l'alcoolisme à cause de leur faible résistance à l'alcool, donnaient l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Quand Rima a réalisé la situation, elle a tout fait pour prouver le contraire en devenant la première de sa classe. Il fallait que je sois la première. Je refusais de donner raison à ce cliché. Quand j'ai commencé à danser,
C'est comme si j'avais retrouvé un lien avec mes racines. C'est un lien très fort. Je m'imprègne de ma culture et quand je regarde en arrière, je prends conscience de cette force unique. C'est comme une fondation sur laquelle on peut construire tout le reste. Je veux dire l'avenir. Il m'a fallu du temps pour dépasser ma timidité et reconnaître mes origines. Je suis koryak. C'est mon peuple, ma langue, ma culture et bien d'autres choses. Quand je m'en suis rendu compte, je suis devenue fière de mes origines. Mais ce que j'aime le plus, c'est que mon petit ami est aussi très fier de moi. Rima fait revivre ses ancêtres à travers sa conviction et sa détermination. Pour les communautés du Kamtchatka, cette résurrection est symbolisée par le printemps. Au solstice d'été, ces villageois se réunissent pour une fête qui marque la fin des longs mois d'hiver. C'est une fête païenne qui célèbre la lumière et la nouvelle vie. La joie règne dans ce sacre du printemps. Tous célèbrent le réveil de la nature et la chaleur de l'été qui revient enfin. Si les danses occupent le jour, c'est lorsque la nuit tombe que la véritable célébration commence. Zina habite le village avec son chien. Depuis toute petite, elle vient à la fête et connaît bien la cérémonie de minuit. C'est un rituel. On allume des petits feux avec des branches de genévrier. Tout le monde se met en rond. Ensuite, pendant que les gens enjambent ces feux, on prononce des incantations et on agite des branches sur le dos et les bras des gens. Ils font alors des vœux. Ils demandent plus d'amour, par exemple, mais ils ne demandent pas de voiture de luxe. Ils ne demandent pas non plus d'argent. C'est comme ça. À minuit, les participants sautent par-dessus les deux feux. Le premier pour se purifier des mauvaises intentions. Le second pour ouvrir leurs esprits aux pensées positives. Pour ces peuples du Nord, les portes du ciel s'ouvrent au solstice de l'été. Cette terre d'Extrême-Orient vit au rythme du cœur des volcans. Elle dévoile à ceux qui s'y aventurent une beauté et un charme puissants, uniques au monde. Les rivières et les fleuves se font les miroirs d'une lumière fragile, que chaque parcelle de vie sait apprécier pour sa grande valeur.
Les courants d'eau se transforment en courants de lave, dans un combat perpétuel entre les forces souterraines et de surface. Un cycle de renaissance constant, preuve que les profondeurs de la Terre nourrissent le vivant. Ces volcans couronnés de nuages saluent le monde depuis des millénaires. Tous ces décors donnent un aspect si particulier à cette terre que les premiers explorateurs russes l'ont appelé Kamtchatka, qui signifie en vieux russe un tissu damassé aux dessins variés. Le Kamtchatka, c'est une étoffe précieuse aux confins de l'Orient.